L'hydrogène. Ce mot est sur toutes les lèvres, n'est-ce pas? On le présente comme la solution miracle pour le climat. L'énergie propre qui va tout révolutionner. La promesse, il faut le dire, est immense. Alors aujourd'hui, on va creuser un peu pour voir ce qui se cache vraiment derrière cette promesse de l'hydrogène vert. Le principe, en fait, il est super simple, presque magique. On prend de l'eau, H2O, on y fait passer de l'électricité, c'est le fameux procédé d'électrolyse, et hop, on sépare l'hydrogène de l'oxygène. Et quand on utilise cet hydrogène, par exemple dans une voiture, il se recombine avec l'oxygène et redevient de l'eau. Un cycle parfait, zéro carbone. Du moins en théorie. Parce que voilà, c'est là que ça se complique. L'idée est géniale, mais sa mise en œuvre à grande échelle, ça soulève pas mal de questions. Ce n'est pas parce qu'on utilise l'électrolyse que le bilan pour le climat est automatiquement bon. Pour y voir plus clair, il faut aller au-delà de ce code couleur dont tout le monde parle. On va se concentrer sur le seul chiffre qui compte vraiment pour la planète. Oui, on entend partout parler d'hydrogène gris, bleu, vert. C'est pratique pour simplifier, mais ça peut être super trompeur. La seule chose qui compte vraiment, au final, c'est l'intensité carbone. C'est-à-dire, pour produire un seul kilo d'hydrogène, combien de kilos de CO2 est-ce qu'on a vraiment relâché dans l'atmosphère en comptant tout de A à Z? Et pour calculer ça sérieusement, la méthode scientifique, c'est l'analyse du cycle de vie, l'ACV. Pensez-y comme une sorte de comptabilité ultra détaillée. Elle prend tout en compte, la fabrication de l'éolienne, le transport de l'électrolyseur et bien sûr la source de l'électricité. C'est le seul moyen d'avoir la photo complète, sans rien cacher sous le tapis. Et ce que cette analyse nous montre, sans l'ombre d'un doute, c'est que le nerf de la guerre, le facteur qui change absolument tout, c'est l'électricité. D'où vient l'électricité qu'on utilise? Pour bien se rendre compte du défi, regardez ce chiffre. L'Europe veut produire 10 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable d'ici 2030. Ok, mais pour ça, il faudrait 550 TWh d'électricité en plus. C'est colossal. C'est plus que toute la consommation électrique de la France en une année. Alors produire tout ça sans émettre de carbone, c'est un challenge gigantesque. Et ce graphique, il est super parlant. C'est une étude portugaise qui a fait le calcul. Si on produit l'hydrogène avec des panneaux solaires dédiés, on est autour de 2,5 kg de CO2. Par contre, si on branche exactement le même appareil sur la prise du réseau électrique portugais, qui est pourtant l'un des plus verts d'Europe, l'intensité carbone explose à presque 8 kg. C'est plus de 3 fois plus. Mais comment c'est possible ? La réponse, c'est un concept un peu technique, mais qui est absolument crucial, l'électricité marginale. Ce qui compte, ce n'est pas la moyenne verte du réseau sur l'année, c'est la centrale qu'on doit allumer en plus pour répondre à cette nouvelle demande. Concrètement, si on allume son électrolyseur en pleine nuit, sans vent, le réseau va devoir démarrer en urgence une centrale à gaz pour fournir le jus. Et voilà, on produit de l'hydrogène soi-disant vert en brûlant du gaz fossile. Du coup, pour éviter ce genre de situation absurde et s'assurer que l'hydrogène qu'on appelle renouvelable l'est pour de vrai, l'Union européenne a été obligée de mettre en place des règles du jeu très très strictes. Alors, accrochez-vous, le nom est un peu imprononçable. RFNBO, ça veut dire carburant renouvelable d'origine non biologique. En gros, c'est le label officiel de l'Europe qui dit « Ok, cet hydrogène-là, il a le droit de s'appeler renouvelable ». Et pour avoir ce label, il y a 3 règles d'or à respecter. Première règle, l'additionnalité. L'électricité doit venir de nouvelles installations renouvelables. On ne peut pas juste prendre l'électricité verte qui existait déjà. Deuxième règle, la corrélation géographique. L'éolienne et l'usine d'hydrogène doivent être dans la même région. Et enfin, la règle la plus importante, la corrélation temporelle. On doit produire l'hydrogène au même moment où l'électricité renouvelable est générée. Et attention, sur ce point, les règles se durcissent. Pour l'instant, on demande une corrélation sur 3 mois, ce qui laisse pas mal de flexibilité. Mais à partir de 2028, ça passe à l'heure. Le producteur devra prouver heure par heure qu'il a bien produit son électricité verte. Ça change absolument tout et ça empêche de tricher avec des certificats en papier. Bon, imaginons qu'on a réussi. On produit un hydrogène avec un bilan carbone parfait. Problème réglé ? Eh bien, pas tout à fait. Il y a un autre souci, un ennemi invisible et souvent oublié, les fuites. Il faut savoir que l'hydrogène, c'est la plus petite molécule de tout l'univers. Une vraie petite anguille qui se faufile partout. Et une fois qu'elle est dans l'atmosphère, même si ce n'est pas du CO2, elle interagit avec d'autres gaz et augmente la durée de vie du méthane, qui est un gaz à effet de serre hyper puissant. Donc son effet de réchauffement indirect est bien réel. Ce tableau nous donne une idée des taux de fuite possibles. Et on voit que rien que pour le transport et le stockage, les estimations hautes grimpent à plus de 6%. Chaque petit pourcentage peut sembler faible, mais quand on les additionne sur toute la chaîne, ça peut vite devenir un vrai problème. Et cette citation, elle résume parfaitement le danger.
un taux de fuite global de seulement 3%, et tous les bénéfices pour le climat partent en fumée. Pire, on pourrait se retrouver avec un hydrogène qui, au final, réchauffe la planète au lieu de l'aider. C'est un risque qu'on ne peut absolument pas ignorer. Ok, alors, après avoir vu tout ça, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir pour ne pas se faire avoir par les belles promesses sur l'hydrogène? D'abord, l'étiquette vert, c'est un raccourci dangereux. Le seul chiffre qui compte, c'est l'intensité carbone calculée via une ACV complète. Deuxièmement, l'électricité est la clé de tout. Elle doit être nouvelle, locale et produite en même temps. La règle de la corrélation horaire est non négociable. Et enfin, n'oublions jamais les fuites. C'est peut-être l'angle mort de l'hydrogène, et leur maîtrise est indispensable. Au final, on doit changer notre façon de voir les choses. La question n'est plus « est-ce que cet hydrogène est vert, bleu ou gris ?» La seule, l'unique question qui vaille, c'est quel est son impact carbone total, réel, vérifié, de sa production à son utilisation, en n'oubliant pas les fuites. C'est seulement en répondant à cette question qu'on saura si l'hydrogène est vraiment une partie de la solution